ce n'est qu'une partie du Congo. Parce qu'entre-temps, il existait aussi, avant que le Congo ne soit uni, par la conférence de Berlin, comme il y a eu quand même des empires comme Empire Kuba, Empire Lunda. Je devrais le dire. Papa Ngimi, un instant, je réponds à la parole. Vous aurez le temps de parole. Non, juste pour que peut-être que ça ne puisse pas passer inaperçu. Parce que quand on se conscrit sur le Congo, mais ce n'est pas ce Congo-là, comme il existait, l'ancien royaume du Congo, comme il existait, mais il y avait ailleurs aussi d'autres royaumes et d'autres empires qui ont existé dans le Congo. Merci. C'est ce que je voudrais dire. Tout à l'heure, quand j'ai introduit le débat, je vous avais dit que nous aurons une confrontation. Vous avez remarqué. C'est ça. Vous avez déjà compris l'ambiance qui va régner tout à l'heure. Hein, nous allons donner la parole à notre politologue, Jean-David, qui va faire son exposé. Est-ce que je prends le micro? Est-ce qu'on l'entend? Vous pouvez utiliser le micro comme ça. Si vous avez une voix qui porte, c'est bon. Comment fonctionne ce machin? On entend? Parfait. Bon, déjà je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement. Il y a une salle comble. C'est pas tous les jours qu'on voit des salles combles quand on fait des conférences sur ce genre de questions-là, donc je vous remercie vraiment. Je tiens à remercier aussi les personnes qui ont fait l'introduction, qui ont très bien fait leur travail. Et j'aimerais aussi, au-delà des casquettes professionnelles qu'on m'a données, donner en fait ma casquette d'activiste. Parce que moi je me considère surtout et avant tout comme un activiste, c'est-à-dire que je participe à un certain nombre d'organisations. Certaines sont congolaises, d'autres sont plus larges, d'autres sont africaines, panafricaines même, comme j'ai tendance à dire. Parce que bon, les personnes qui me connaissent bien, qui me connaissent personnellement, savent que je m'inscris dans cette lignée qui est celle de certains de nos pères fondateurs, qui s'appelle le panafricanisme. Et aujourd'hui, dans cette salle, je vois un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui ne sont pas congolaises, et je tiens à les remercier parce que ce dont on va parler concerne les Congolais, bien sûr, mais en réalité concerne tous les Africains et toutes les Africaines. Alors pourquoi est-ce que je suis venu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à une grande question, ou plutôt une grande contradiction, qui est de se demander pourquoi est-ce que le Congo est le pays le plus riche du monde, mais a les habitants les plus pauvres de la planète. Et je crois que cette question-là, elle est fondamentale parce que quand on répond à cette question, et quand on comprend pourquoi cette situation est celle qu'elle est, eh ben on répond en fait à toutes les autres questions. C'est-à-dire qu'on répond notamment à la question du pourquoi est-ce que les hommes politiques au Congo, pourquoi est-ce que les différents gouvernements qui ont souvent été accusés de se comporter un peu comme des troubadours, pourquoi se comportent-ils comme ça? Ça nous permet aussi de répondre pourquoi est-ce que les pays autour du Congo, dont certains se sont comportés de la manière dont on sait, pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Ça permet aussi de répondre à la question suivante, pourquoi est-ce que les grandes puissances, hier les Européens, la Belgique, etc. et leurs amis, puis ensuite les Américains, puis aujourd'hui de plus en plus les Chinois, etc., pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire avec le Congo? Pour répondre à cette question centrale de pourquoi est-ce que le Congo est le pays le plus riche avec les habitants les plus pauvres, il faut revenir à la source. Il faut revenir au cœur du problème et il faut se poser une autre question qui est pourquoi est-ce qu'on fonde le Congo? Et quand je dis pourquoi est-ce qu'on fonde le Congo, je parle du Congo moderne. Donc, par moderne, j'entends dans ses frontières modernes, donc pas le Congo avec un K, tel que ça a été dit, mais le Congo dans les frontières qu'on connaît aujourd'hui, qui a été fondé en 1885.
Et si on comprend pourquoi est-ce que ça a été fondé, on comprend dans quelle logique est-ce qu'on a fondé cet État. Donc, revenons à la base, qui fonde cet État du Congo? Cet État, à la base, on appelle ça un État indépendant du Congo. C'est Léopold II, comme je pense beaucoup de gens le savent, qui fonde ça en 1885 à la conférence de Berlin. Et qu'est-ce qui se passe en 1885? Pourquoi est-ce que cette conférence de Berlin, elle se passe en 1885 et pas un siècle avant? Ou pas un siècle après, par exemple? Pourquoi ça se passe à ce moment-là? Eh bien, au 19e siècle, et surtout à partir de la moitié du 19e siècle, il y a quelque chose qu'on appelle la seconde révolution industrielle. La seconde révolution industrielle, c'est le moment où les pays européens vont mettre en place un peu le système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le modèle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit, c'est-à-dire nous allons chercher les ressources dans des pays, souvent des pays du Sud, on va aller prendre ça là-bas, et avec ces ressources-là, on va ramener ça dans d'autres pays, des pays du Nord, pour aller construire des choses, aller construire des voitures, aller construire je ne sais quoi, etc. Et puis revendre ça plus cher. Et le Congo devient central à ce moment-là, parce que le Congo, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de ressources. Alors forcément, ça devient l'enjeu stratégique pour le monde entier. Et puis, eh ben, à ce moment-là, les grandes puissances vont décréter un système pour le Congo. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est, parmi toutes ces grandes puissances de l'époque, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, etc., pourquoi est-ce que c'est la petite Belgique, minuscule, qui arrive à prendre le Congo? Eh ben, c'est parce qu'il y a un accord qui se met en place à ce moment-là, et que les grandes puissances vont se mettre d'accord pour se dire, dans cet endroit-là, il faut en permanence qu'il y ait un pouvoir qui est relativement faible et qui est relativement neutre. Parce que tant qu'il y a un pouvoir qui est relativement faible et relativement neutre au Congo, eh ben, ça permet à toutes les grandes puissances du monde de venir se servir relativement facilement sans qu'on puisse opposer aucune résistance. Donc on fonde l'EIC, l'État indépendant du Congo, à ce moment-là pour suivre ce modèle. Et c'est à ce moment-là que le Congo et toutes les ressources qu'il comprend sera mis intégralement au service du système capitaliste international. Et aujourd'hui, en réalité, c'est encore le cas. Et ce système-là qui dit que le Congo doit en permanence être un pays faible et relativement neutre, en fait, c'est ce qui continue à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'en fait, ce système arrange un peu tout le monde, toutes les grandes puissances du monde, lire les puissances européennes, etc., les Américains, aujourd'hui de plus en plus les puissances asiatiques. Et en fait, ce système-là arrange tout le monde, sauf les Congolais et sauf les Africains. Donc, ce qu'il faut se dire, et je m'arrêterai là, c'est que tant que le Congo ne sortira pas de ce système-là, eh ben en fait, le Congo restera dans l'état dans lequel il est, et le Congo continuera à être l'état le plus riche du monde, mais avec les habitants les plus pauvres, et par extension, l'Afrique continuera à être le continent le plus riche du monde, avec les habitants les plus pauvres. Merci. Donc il a encore en crédit 2 minutes, on a